Et bonjour, petite fougère de YouTube. On se retrouve pour une nouvelle séance de lecture. Lecture commentée, sciences humaines et sociales, politiques. On est sur Hilaria, récit intime pour un féminisme révolutionnaire, écrit par Irénée. On a entamé donc la lecture. Alors nous, il y a un petit moment maintenant, parce qu'on a eu un let's play très long, entre la dernière phase de lecture et là, maintenant. Du coup, grosso merdo, ça fait 3 semaines. Voilà, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas lu. Mais néanmoins, la première séquence de lecture était trop bien. Vraiment très cool cet ouvrage. J'ai même un peu de tristesse à vous annoncer que on a déjà fait à peu près la moitié de la lecture. Oui, en une seule séquence de lecture, on a déjà fait la moitié. Je sais. Oui. Mais c'était trop bien. Voilà. C'était vraiment très bien. Donc, on va reprendre. Moi, le sentiment, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer l'assaut de ma nouvelle ville, mais j'ai pu voir des red flags sexy sur le Discord qui m'enchantent moyennement. Elle a certainement des qualités indéniables, mais sûrement les mêmes qu'une tornade. Elle arrive chaude et humide et part en embarquant la voiture et la maison. Ah, quel enfer! Quel enfer! Mais oui, c'est à peu près ça qui fait que là, je me dis que la guilde que je vais rejoindre à nouveau, même si... même surtout parce que je connais déjà cette guilde de joueuses. Je sais qu'il y a des gens avec lesquels ça va pas passer. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas déconstruits. Je sais qu'il y a des gens qui ont des manières de fonctionner qui sont extrêmement brusques, etc. Et en fait, ça va pas être possible pour moi, quoi. Enfin, non. J'ai pas envie de venir faire du jeu de rôle pour me manger de la violence, en fait. Ou voir des gens subir de la violence à côté de moi, quoi. Donc clairement, c'est pour ça que là, pour l'instant, je vais rejoindre une table où je connais la moitié des gens. Voilà. Je connais la moitié des gens qui sont sur la table, donc disons que c'est un peu une valeur sûre, tu vois, t'es en mode je sais que c'est ok. Derrière, j'ai rencontré du coup la personne qui est MJ le week-end qui vient de passer. Ce samedi, je l'ai rencontré et il est très aimable, il est vraiment très gentil. Même là, les échanges qu'on a eus depuis sont très cool. Parce que du coup on a papoté un petit peu parce que justement si je rejoins la table, il faut bien savoir aussi qui je suis, quoi. Donc franchement c'est vraiment chill, c'est vraiment une table où je pense que tout va bien se passer, quoi, concrètement. Mais c'est vrai que autant j'ai eu la tentation d'ouvrir une table, de proposer d'être MJ encore, autant c'est vrai que je me suis dit non, pas comme ça, pas de suite, on va attendre de voir un petit peu, de tâter le terrain et de voir les personnes que c'est ok d'avoir sur ma table et les personnes que c'est pas ok, que je vais pas me sentir à l'aise et tout. Parce que c'est important en plus quand on est MJ de se sentir à l'aise quand même, parce que si vous faites une table mais que vous n'êtes pas à l'aise avec vos joueuses, ça va coincer, quoi. Et clairement moi ce genre de sortie ça passerait pas, ça ne passerait pas. Bref. Nonobstant, lecture. On s'en était arrêté à quel moment? C'est la grande question. Comme ça fait 3 semaines qu'on n'a pas lu, je ne sais plus. Je sais plus, on va reprendre une partie au pif. Si ça se trouve, sur la dernière VOD, on a déjà lu cette partie-là. C'est pas grave. Tant pis. De nos jours, il est encore courant de lire des commentaires stigmatisant les personnes détenues, comparant parfois même les centres pénitentiaires à des clubs med, ignorant complètement le contexte ayant pu conduire ces personnes là-bas, les conditions dans lesquelles elles vivent, les conséquences désastreuses qu'une condamnation aura sur elles, leurs proches, la société en général. Nous continuons de présenter la prison comme une solution à nos problèmes, comme le moyen de faire face à nos oppressions, alors même qu'elle représente le carrefour où les différents systèmes de domination convergent. À l'heure où l'insécurité se retrouve une nouvelle fois au cœur de l'actualité, où le ministre de l'Intérieur parle d'ensauvagement d'une partie de la société, où le gouvernement annonce une hausse de budget de la justice de 8% pour 2020, il serait temps de s'attaquer à la cause réelle de la délinquance, de la criminalité en France, dit Lucille Pétavin dans la conclusion de son livre « Le coût de la virilité ». Cet essai, l'autrice tente de calculer le montant des dépenses en euros que la virilité coûte à l'État chaque année. Si les chiffres cités peuvent être impactants, la méthode de calcul peut et doit être largement discutée, notamment en ce qui concerne les liens de cause à effet que l'autrice décrit. Dans la phrase citée, je la rejoins sur le fait qu'il serait temps de s'attaquer à la cause réelle, mais à une chose près. Je ne pense pas que le problème soit que la criminalité en France fasse augmenter le budget de la justice et de la police.
Et bien que depuis des années, on assiste à des coupes budgétaires importantes dans la santé, dans l'éducation, alors que de très gros moyens sont alloués à la répression, à l'armement des forces de l'ordre, à la construction de nouvelles prisons. Une police et une justice contre le peuple. Y es indecente, y es indecente, gente sin casa y casa sin gente. Et c'est indécent, des gens sans maison et des maisons sans gens. Les paroles sont chantées par Silvia Pérez Cruz, compositrice, interprète dans son titre No hay tanto pan, il n'y a pas tant de pain. Chanson qui est dédiée aux personnes expulsées de leur domicile par l'État espagnol, pratique courante depuis la crise de 2008. Comme toujours, quand je redis les paroles qui sont en version originale, en espagnol, je le dis comme je le peux, c'est probablement très très mal prononcé, je suis désolé. J'essaie de vous le faire aussi propre que possible, mais je ne maîtrise pas. Voilà, en toute franchise, je ne maîtrise pas. Donc la prononciation sera probablement extrêmement horrible et de quoi vous arracher une ou deux oreilles si vous êtes locuteur de la langue espagnole. Je suis désolé. Novembre 2021. Une image devient virale sur les réseaux sociaux espagnols. Prise par le photojournaliste Héctor Fuentes, le cliché présente une petite fille de dos. Elle doit avoir 2 ans. Peut-être 3. Elle porte un pyjama avec des pandas dessinés dessus. Elle est figée devant une porte entrouverte. Elle semble obnubilée par la scène qui se déroule face à elle. Elle observe. Devant ses yeux d'enfant, un serrurier change la serrure de la porte. Derrière lui, un CRS. Et au milieu, avec un immense sac poubelle rempli d'affaires. Sans le savoir, elle est témoin de l'expulsion du domicile de sa famille. Le photographe raconte que quelques instants avant que cette image soit prise, la petite jouait avec son frère, insouciante, étrangère au drame. De temps à autre, des images similaires font le tour d'Internet. Une infime partie. Rien qu'au cours du premier trimestre 2021 en Espagne, 10 961 expulsions de domicile ont eu lieu, selon les chiffres du Conseil général du pouvoir judiciaire, la CGPJ. 10 961 en à peine une centaine de jours. Donc oui, parfois, certaines histoires arrivent à se faire entendre, à toucher la sensibilité de quelques-uns. D'ailleurs, souvent le même genre d'image qui est mis en lumière. Il y a souvent une petite fille qui observe. Mais cette fille, sur la photo d'Héctor Fuentes, j'aimerais que l'on en parle plus longuement. Non pas que l'histoire soit davantage tragique que les dizaines de milliers d'autres histoires similaires qui ont eu lieu chaque année, mais parce que d'une certaine façon, elle est particulièrement évocatrice, symbolique. La mère de la fille s'appelle Jennifer. Elle a 20 ans. Elle occupait ce foyer depuis 18 mois, avec ses 2 enfants. Elle est sous protection juridique, suite aux violences conjugales qu'elle subissait. Elle n'a aucune ressource économique. Et donc, en ce mois de novembre, alors que les températures commencent à baisser sérieusement et en plein milieu d'une pandémie, dont une nouvelle vague se dessine, la justice a cru bon d'expulser cette mère et ses 2 enfants. L'immeuble, comme tant d'autres, appartient à une banque, la BBVA, une des plus grandes entités financières du monde. 6 policiers ont été mobilisés pour mener l'expulsion. 6, dont 4 CRS. Car la police protège, oui, mais pas le peuple, et certainement pas les femmes. La police protège le pouvoir, protège l'ordre établi, protège le capital. La police protège les intérêts financiers des banques au détriment de la dignité, des besoins basiques des familles, de milliers de familles. Et certains continuent d'avoir l'audace de demander pourquoi les femmes victimes de violences ne partent pas. Nombreux s'étonnent encore que l'on ne veuille pas porter plainte. Selon un rapport de l'observatoire DESC, entre 2008 et 2019, 684 385 expulsions de domicile ont eu lieu en Espagne. Plus de 1,7 million de personnes ont été expulsées. Ne me demandez pas de faire confiance à une police ni à une justice qui protège les banques avant les droits humains. La police fait son travail et c'est le problème. Elle obéit aux ordres aveuglément, même lorsque ces ordres ont pour conséquence de condamner les familles à vivre dans leur voiture. Vraiment, là, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est un peu le truc avec cette lecture, c'est loin d'être une critique, s'entend, c'est que j'ai pas grand-chose à commenter, j'ai pas grand-chose à rajouter dessus. Vous voyez, autant quand on lit un Jean-Michel nul, typiquement un Bobati qui est juste une catastrophe, ou d'autres chamaillous, qui peut avoir parfois des moments de fulgurance et des moments où vraiment c'est pas très très bien et pas très solide. Irénée, j'ai rien à dire, genre vraiment c'est super propre,
tout est dit, simplement dit, bien dit. Voilà, là on met en lumière le fait que la police c'est ça. La police c'est la reproduction d'un système, c'est le maintien en fait. À défaut de critique, on peut commenter en illustrant par d'autres faits ou anecdotes, ou compléments contextuels. Ouais, complètement. Là, typiquement, on peut éventuellement dire que là, on est centré sur l'Espagne, on est centré sur des exemples espagnols, mais c'est pas les seuls. Pour le coup, c'est pas les seuls. Notamment en France, on a soi-disant une trêve hivernale, mais on sait qu'elle est très discutable. Et à côté de ça, on sait aussi que parmi les choses qui sont complètement éclatées au sol, on a le constat que une énorme quantité de bâtiments sont vides, ne sont pas habités, alors qu'ils pourraient l'être, parce que c'est pas intéressant pour les bailleurs, c'est pas intéressant pour en fait les structures qui tiennent ou les personnes qui tiennent ces appartements, ces maisons, ces immeubles, et qui du coup préfèrent les garder vides, donc à perte, plutôt que par exemple d'en faire des logements. Alors soyons carrément aller dans l'abus, des logements sociaux, des logements accessibles à d'autres, non. Juste baisser les prix, c'est déjà trop, c'est déjà pas ok. Et ça, c'est vraiment un truc qui est absolument abominable, quoi. Le nombre de personnes qui sont dans la rue, et effectivement, quand elles signalent que la police, elle est surtout pas pour les femmes, et encore moins pour tout ce qui est femmes battues, etc. Et c'est un constat qui est tout le temps fait et refait, et réactualisé. Pas sans raison, si aujourd'hui il y a autant de personnes qui ne dénoncent pas, qui ne vont pas porter plainte, qui passent sous silence en fait les violences qu'elles subissent et qui préfèrent les subir plutôt que de se retrouver à la rue. Parce que le truc c'est qu'encore une fois, d'un côté tu sais la violence que tu subis et bon c'est peut-être pas idéal, mais tu sais que t'as un toit, etc. De l'autre côté tu sais pas. De l'autre côté tu sais que tu vas subir des violences mais tu sais pas lesquelles, tu sais pas dans quelles conditions, tu sais pas si tu pourras survivre. Et c'est ça aussi le truc. Non pas que je vous dise que ce soit la panacée de rester avec quelqu'un de violent, c'est pas le propos. Mais juste le constat est là que dans le monde tel qu'il est, malheureusement, on ne permet pas aux gens de s'émanciper, et notamment de s'émanciper des violences subies. C'est un constat qui est effroyable, mais en fait, le constat est malheureusement là. On a tellement de gens qui préfèrent subir les violences plutôt que d'en subir 10 000 fois plus en signalant ces violences-là, quoi. Les témoignages que j'ai eu, aller au Comico, c'est souvent la violence supplémentaire. Bien sûr. On a beaucoup trop de témoignages de femmes qui sont allées signaler, et pas que de femmes d'ailleurs, pour des violences, des agressions, et où on vient rajouter des trucs. Alors bien sûr, vous avez le fameux, que trop connu, ah oui, mais t'étais habillée comment ah oui, mais est-ce que vous n'avez pas été trop ouverte ah oui, mais est-ce que vous n'avez pas chauffé, ceci et cela, pour venir reporter toujours systématiquement la cause, en fait, la responsabilité sur la personne qui est victime, qui a subi. Ça, on le sait que trop. Encore une fois, les témoignages, il y en a beaucoup. Voilà, il y a des torts des deux côtés, ce genre de choses qui sont très très souvent mis en avant, alors que t'es là en mode, non, à un moment donné, non. De ce que j'ai vu, les gens ont tendance à préférer la violence connue que de s'exposer à l'inconnu. Bien sûr, parce que tu connais, tu sais à quoi t'attendre, tu peux, on va dire, entre guillemets, calculer, vu que tu sais ce qu'il y a, vu que tu sais comment tu le subis, etc., tu te retrouves dans la situation où, pour un certain nombre de personnes, il est plus logique d'y rester. Parce que, à contrario, si tu en ressors, là, ce n'est plus possible. Là, ce n'est plus possible parce que tu ne sais pas à quoi t'attendre. Donc, en fait, ça construit non seulement un bagage que tu sais qui va être forcément violent, mais en plus qui est inconnu, qui vient rajouter une dose supplémentaire de stress, en fait. Quand tu connais la violence, tu peux t'y préparer, tu peux t'y habituer. Ça permet de maîtriser vaguement. C'est pas génial, c'est pas idéal, loin de là, mais psychologiquement, ça passe un peu mieux. A contrario, quand tu sais juste pas, quand tu ne sais pas, mais tu sais que tu vas subir la violence, mais tu sais pas d'où elle va venir, tu sais pas comment elle va s'exprimer, tu sais pas comment elle va se réaliser, etc. Là, ça rajoute un stress monumental. Parce que du coup, tu es forcément sur le qui-vive constamment à te demander, mais est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est à droite, est-ce que c'est derrière, est-ce que c'est devant, etc. Jamais les victimes de violences de rester, c'est ne pas connaître les mécanismes. Bien sûr, comme toujours. Ça, on le sait que dans nos sociétés, pas comment ça marche. Dans notre société, déjà, les gens ne comprennent pas comment fonctionnent déjà les systèmes oppressifs, alors que littéralement, on est entouré par ça. Donc, ouais, non. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, pour tacler un petit peu sur le féminisme blanc, ce qu'on a déjà fait un certain nombre de fois, quand on a des gens qui, par exemple, viennent se mettre comme fervents défenseurs du féminisme, etc. Et je pense notamment à
à des prophèmes qui viennent vous dire oui, mais aussi il faut pas trop desservir la cause, il faut pas être trop violent, etc. Il faut pas trop contester les choses, etc. Ces gens-là ne se rendent pas compte, et je veux bien croire, vraiment, moi je suis sympa, je veux bien accorder le fait que les gens sont pleins de bonnes intentions. Mais en fait, même s'ils ont de bonnes intentions, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas les mécanismes de domination, les mécanismes dans lesquels on évolue. Et ils ne voient pas en fait à quel point leur réponse elle est éclatée au sol et elle passe à côté du propos. Parce que justement, en fait, elles participent et reproduisent le système tout autant que d'autres. Alors ok, c'est peut-être pas le Jean-Michel qui est en train de te tabasser, mais en fait ça change rien. Puisque c'est celui qui va te retirer les moyens, ta légitimité, qui ne va pas t'écouter, qui va réduire ta parole, etc. Et bref, finalement, qui va juste te balancer dans les bras de quelqu'un qui va justement te casser la gueule. Donc bon, perso, c'est tout aussi dommageable. Et justement, il y a toute cette logique derrière de ah mais en fait, c'est parce que vous êtes pas élevé contre la violence que vous subissez, c'est parce que vous êtes trop violent avec les gens qui en fait sont vos alliés, et plein d'autres trucs comme ça. Ou encore, dans d'autres registres, qui vont se féliciter quand vous avez des personnes qui sont réactionnaires, ouais mais c'est des meufs. Ça, je pense typiquement au moment où on a eu tout un tas de trous de balles qui sont arrivés pour vous dire ah vous avez vu, vous avez Pécresse qui est élue à la tête de son parti, c'est incroyable, c'est le progrès, ça y est, le patriarcat est tombé parce que vous avez une réactionnaire. Non, non. En fait, il y a plein de gens qui, par les logiques de domination dans lesquelles on évolue, vont faire ce qu'on peut appeler des contre son camp, des personnes réactionnaires et qui malheureusement propagent, renforcent les violences subies par on va dire par leur personne, par leurs groupes sociaux. Ça arrive que trop régulièrement en fait. C'est pas quelque chose qui est impossible, loin de là. Des meufs qui sont les pires réactionnaires de l'enfer et qui sont parmi les plus fervents défenseurs du patriarcat, il y en a en fait. Malheureusement, il y en a. Et ça, c'est pour toutes en fait les oppressions. Ça ne disparaît pas comme par magie parce que oh tiens, admettons donc là dans le cas du féminisme, tu es une meuf donc du coup tu ne peux pas participer à renforcer le patriarcat. C'est faux. Au même titre que quand tu es handi, tu ne peux pas soi-disant participer au validisme. Bien sûr que c'est faux. Je connais des personnes qui sont handi et qui font des violences phénoménales envers elles-mêmes déjà, mais envers les elfes aussi en fait, qui en prennent plein les dents. Parce que justement, on est dans des sociétés qui ont tout un tas de mécanismes qui sont à différents niveaux de la société et qui nous touchent en fait, qui nous influencent, qui nous utilisent autant que du coup nous on les renforce, etc. Et c'est ça le truc, c'est qu'il faut bien se rendre compte dans quoi on évolue pour pouvoir justement remettre en question tout ça. Oui, typiquement les New Thread Wife, qui sont effectivement quelque chose qui peut facilement l'illustrer. Encore une fois, ça dépend parce que si c'est le style, etc., il y a des gens qui juste vont kiffer cette esthétique et c'est une chose. A contrario, ouais, enfin là typiquement on va reprendre ce que dit Céron pour aller dans le sens de ce que je disais, une white femme dans le patriarcat qui se crée une place privilégiée en perpétuant le racisme, par exemple. Ça la rend moins attaquable ou depuis des angles connus. Ouais. Vous avez en fait tout un tas de fonctionnements, encore une fois, qui perpétuent, qui renforcent les oppressions et qui sont produites parfois par des personnes qui subissent ces oppressions. C'est pas quelque chose, encore une fois, qui est impossible, loin de là. Dans le cas du féminisme, pour moi, il faut un féminisme qui est, justement, comme dit Hilaria, récit intime pour un féminisme révolutionnaire. Il faut un féminisme qui sorte, en fait, de cette blanchité, qui sorte de tout un tas de ces systèmes et de ces mécaniques. Parce qu'en fait, si on n'est pas dans un féminisme qui s'inscrit complètement en faux sur tout ça, malheureusement, on va juste reproduire des oppressions. On va juste perpétuer des oppressions. Et c'est en ça que moi, je peux pas du tout coller avec tout un tas de féminismes qui sont en fait des féminismes blancs, qui sont des féminismes parfois validistes, etc. et qui tout simplement jettent sous le bus tout un tas de personnes. Donc, voilà, c'est ça, prendre compte tout simplement de l'intersectionnalité. Se rendre compte que les oppressions sont multiples, qu'elles se répondent, qu'elles se renforcent, et qu'en fait, on ne peut pas combattre une oppression sans combattre les autres. Ça n'est pas possible. On peut privilégier les efforts qu'on fait sur un front par rapport à d'autres, parce qu'on a plus de ressources dans ce front par rapport à d'autres. Ça s'entend. Ça, c'est ok, c'est quelque chose que je comprends, et que, de toute manière, on n'a pas les ressources d'être constamment sur tous les fronts. A contrario, il me semble extrêmement important de se rendre compte qu'on doit être sur tous les fronts. On doit être en train de se battre pour toutes ces différentes causes en même temps. Parce que justement, on ne peut pas se battre pour une cause si on délaisse les autres.
encore une fois, mettre plus de ressources dans une qu'on maîtrise un peu plus, oui. Mais en fait, il faut en mettre partout quand même. Et bonjour Agnotna, j'espère que tu vas aussi bien que possible. Vandalisme en tant que personne en dit, j'ai pratiqué durant de nombreuses années, à 200% pour suivre le rythme au point de mettre ma santé en jeu. Mais bien sûr, et là-dessus, typiquement, moi c'est la même chose. Et même encore aujourd'hui, hein, qu'on soit d'accord, là hier j'ai pris du temps un peu pour moi, un peu, malgré toutes les emmerdes que j'ai dû gérer en off, comme je vous disais, entre le PC, etc. Et vraiment, j'ai senti, en fait, hier quand je me suis levé, j'ai senti que mon corps suivait pas. Mais je me connais, je me pousse constamment, je me pousse à vouloir faire plein de choses. Et hier, il a fallu que je discute avec des personnes proches de moi pour me dire « Non mais tu sais, t'as le droit de te reposer aussi en fait. C'est ok de pas trop pousser justement. » Parce que on nous pousse dans une société comme la nôtre à tout le temps faire des choses. Et j'ai toujours l'impression que je dois faire quelque chose, que je dois rentabiliser mon temps, etc. Alors que je sais que je suis handi. Je sais que mon cœur essaye de s'arrêter, je le sais que je prends des cachets tous les jours, je le sais que ça a des conséquences et pas négligeables, etc. Mais je peux pas m'empêcher quand même d'avoir ces fonctionnements-là, parce qu'encore une fois, le truc c'est que ce sont des choses qui se déconstruisent sur un très long temps, un très 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 long temps, et pas sûr que j'y arrive de toute manière en vrai, parce que constamment c'est réactualisé, parce que constamment j'ai des échanges avec certaines personnes qui vont repousser dans ce sens-là en fait. Et c'est vraiment ça le truc. Excusez-moi, hop, je continue à rattraper. Pour pas trop digresser, je repense au travail de Jade Almeida qu'on a entreaperçu l'autre jour. Ouais, tout à fait. La fameuse... on m'a demandé de faire une discrétion courte. Alors on va essayer. Celle-là, oui. La question du jour pour moi, c'est à quel point je me rends pas compte des effets du burn-out et des violences de genre subis sur ma santé et mon aptitude. Avoir besoin de 3-4 jours de repos, c'est peut-être un signe. Oui, typiquement. Et tu vois, ça, typiquement, 3-4 jours de repos, c'est quelque chose que je ne prends jamais. Personnellement, je ne prends jamais 3-4 jours de repos. Il faut que je sois en pleine maladie et en fait que j'ai pas le choix pour qu'il y ait ce laps de temps sans que je stream ou fasse un truc. Grosso merdo. Et même là, c'est discutable. C'est un truc que, par exemple, Anémone, ma coloc, a tendance à m'envoyer dans la gueule. C'est que je ne m'arrête pas. Je fais toujours des trucs. Il y a toujours un truc que je suis en train de faire, de bricoler, de travailler, etc. Alors qu'il y a des moments où juste je suis malade et je devrais être en train de buller dans un coin et de rien foutre. Mais non. Et encore une fois, le truc c'est que je le sais que je suis handi, quoi, genre au courant, mais on va se pousser. Et au passage, je présume que à des moments de ma vie, j'ai sûrement fait du validisme sur d'autres personnes qui étaient en situation de handicap aussi. Donc le truc encore une fois, c'est que on est autant bourreau que victime, surtout dans des sociétés qui sont oppressives comme les nôtres et qui ont encore une fois des structures auxquelles on appartient, qui de fait sont structurantes. C'est le principe d'une structure, vous voyez. C'est pas genre ça existe et ça n'a pas d'impact. Non, malheureusement ça a des impacts. Et dans des sociétés qui sont aussi oppressives que les nôtres, ça a des impacts très oppressifs et violents. Bref. Je reprends la lecture. Perspective féministe, anticarcérale, antipunitiviste. En tant que féministe et abolitionniste du système pénal, nous passons beaucoup de temps à justifier notre position vis-à-vis des violences sexistes et sexuelles. Car c'est ce qui nous est demandé, ce qui est attendu de nous. Oh, c'est tellement vrai. Ça, c'est vraiment l'écho, on est tous là en mode « Ouais, tu dis que t'es anticarcéral et tout de suite c'est « Ouais, les criminels alors ?» Peut-être faudrait se rendre compte déjà que 1, ça n'empêche rien, d'une part. 2, c'est qui est en prison, tes fameux criminels. C'est surtout des personnes issues de minorités. Peut-être se poser la question de pourquoi. Oui, complètement. Complètement. C'est aussi une conséquence de la logique blanche occidentale de se penser au-dessus du monde et donc de ses effets, et le savoir ne m'empêche pas de le faire. Totalement. Oui, hein. Typiquement, ouais, tu as raison, Ordan. Faut oublier que le burn-out au travail peut entraîner d'autres burn-out, militants, familial, amical, autistique, etc. si applicable, effectivement. Moi, ne pas avoir pris le temps nécessaire à me guérir des burn-out n'a fait qu'empirer mon état dans le temps. Complètement. Très clairement. Je reprends.
Je pense qu'il est essentiel de réfléchir à des manières de transformer la façon dont nous gérons les violences patriarcales. Je pense aussi que focaliser les discussions au sujet des prisons sur ce point est un non-sens. Car la prison, de fait, ne concerne pas les violeurs. Il ne représente qu'une petite partie de la population carcérale, 10,7% en France au 1er janvier 2020, selon l'OIP. La plupart des auteurs de viols ou de violences conjugales jouissent de leur liberté. Parler de la prison, c'est avant tout parler des personnes, des profils qui la composent en sa majorité. C'est parler de la surreprésentation des personnes pauvres et racisées. C'est parler des conditions inhumaines dans lesquelles on enferme les gens, souvent en attente de leur jugement, sous prétexte de protéger la société. D'ailleurs, là-dessus, typiquement, n'oubliez pas qu'à peu près un tiers des personnes qui sont détenues ne sont pas condamnées. Et oui. Donc rien que ça, déjà... Voilà, hein. À peine j'ai formulé que ça allait mieux, burn-out, dépression, j'ai déjà des injonctions de travailler. Bah ouais, pas très étonnant. Bonjour Fred, j'espère que tu vas aussi bien que possible. Et du coup, installe-toi, mets-toi bien. On fait une bonne lecture. Voilà, bonjour Fred Bébou. Exactement. Et nique le taf, oui. Oui. D'ailleurs, faites point d'exclamation grève. Faites point d'exclamation grève. Hop. Parce que c'est important. Si c'est pour faire une grève, autant que ça vaille le coup, sinon c'est pas intéressant. Voilà. La seule chose basée qu'a pu dire, du coup... Putain, je sais même plus comment il s'appelle. Raymond, peut-être? Je crois que c'est Raymond. Vous êtes nouvelle ici? Exactement. Fred, elle vient d'arriver. Oui. Et bonjour, Starblind. J'espère que tu vas aussi bien que possible en cette belle journée. Installe-toi, mets-toi bien. Je reprends. Donc, c'est parler des conditions inhumaines dans lesquelles on enferme les gens, souvent en attente de leur jugement, sous prétexte de protéger la société. Je ne vois pas en quoi enfermer massivement des dealers qui serait une condition nécessaire à ma sécurité. Nous demander en permanence de justifier notre féminisme par rapport aux violences que nous-mêmes subissons, comme si notre positionnement politique à l'encontre des prisons constituait un préjudice, ne peut être basé sur aucune démarche logique. Mon féminisme a pour objectif la fin de tous les systèmes d'oppression. Et on ne peut lutter contre elles en défendant une structure qui les rassemble toutes. La violence de classe, le patriarcat, le racisme, l'exploitation capitaliste, la violence étatiste. Je ne devrais pas avoir à parler des violences sexuelles que j'ai subies pour que ma parole soit considérée comme légitime et digne d'écoute. Dans son introduction à la lettre au mouvement contre le viol, la militante états-unienne Mariam Kaba écrit « Le terrain de la lutte contre le viol, contre les violences familiales, s'est taillé à un franc succès dans l'adoption de lois et la création de nouvelles catégories de crimes. L'accent mis sur l'amélioration de la réactivité de la police face à ces cas de violence a conduit à une relation symbiotique entre les militantes et les forces de l'ordre, une relation qui, en réalité, met en danger et criminalise certaines survivantes. La collaboration des groupes militants avec la police a mis en danger la sécurité de nombreuses survivantes. Un grand nombre d'entre elles me disent régulièrement qu'elles ne veulent pas que la police ou les tribunaux se mêlent de leur vie. Elles veulent tout simplement que la violence cesse. La plupart des gens préfèrent ne rien faire plutôt que de faire appel au système judiciaire actuel. Et on sait pourquoi. C'est qui cette Fred dont vous parlez? Jamais vu sur Twitch? Non, franchement, Fred, elle a pas du tout été ban pour avoir dit un jet de merde. Franchement, ça serait abusé. Donc non, c'est une personne toute neuve. Fred, elle est incroyable, elle vient d'arriver, voilà. Et bonjour Barbedouce, premier du nom. J'espère que tu vas bien, en tout cas aussi bien que possible en cette belle journée. On est en train de lire du féminisme révolutionnaire, c'est super bien. D'ailleurs, je pense que c'est un livre qui pourrait te plaire, je pourrais te le prêter au passage, quand je l'aurai fini, bien sûr, nonobstant. Mais je pense que ça pourrait te parler comme bouquin. Je pense que ça pourrait te parler fort. C'est souvent contradictoire en plus, car il faut avoir subi pour en parler. Mais si on subit, on devient émotif et pas objectif. Oui, complètement. Il y a des injonctions qui sont complètement contradictoires parce que le but du jeu n'a jamais été de prendre en compte le vécu. C'est pas le but. Le but, ça a toujours été de pérenniser le système, de pérenniser les systèmes et notamment les dominations qui en découlent. En fait, donc forcément, soit ton discours n'est pas pertinent parce que tu n'as pas connu l'expérience, que tu ne sais pas, donc te tais,
Soit tu sais parce que tu l'as vécu, oui, mais alors du coup, bah t'es pas objectif, donc tu te tais. Finalement, c'est toujours un moyen de pouvoir accaparer surtout la parole par des personnes en fait qui sont des personnes en situation de pouvoir. Généralement, le mec cis, blanc, hétéro, valide, bourgeois, etc. Étrangement bien, alors que je viens de me taper 13 heures de marche en rond dans la maison, en plus de 4-5 heures de vertige parano à l'hôpital. Pardon? What the fuck? Les anesthésies, c'est pas mon truc. Ah oui, parce que tu viens de te faire coupe-coupe. Effectivement. Alors déjà, bravo. Yay. Et du coup, chaud. Chaud. J'espère que tu vas pouvoir te reposer un petit peu quand même, du coup. Que ça va aller. Ça va aller aussi bien que possible et aussi vite que possible. Mais ouais, les anesthésies, généralement, ouais. Oui, ouais. Ouais, je veux bien le bouquin. J'ai fini de couper les cerises. Voilà, les cerises ont été coupées. Ça y est, c'est le nom de code. Les cerises ont été coupées. Oh, d'ailleurs, Barbe Douce. Barbe Douce. Faut que je te dise. Je suis en train de voir pour revenir dans la guilde. Voilà. Maintenant, tu le sais. Je vais apparemment faire ma première partie de jeu de rôle à nouveau dans la guilde le 15. Voilà. J'attends de dormir, mais cerveau en plein éveil. Bah ouais. Bah en même temps, ça décale tout, hein, donc voilà. Et oui, voilà, je reviens après beaucoup trop d'années. Je me suis connecté sur le forum de la guilde et je me suis rendu compte que le dernier message que j'ai posté, c'était en 2018. Ça va. Ça va. Je suis une personne très active sur la guilde, de manière évidente. Lol. Donc, ouais, je vais voir pour revenir à la guilde, parce qu'en vrai, je me dis, bon, refaire un peu de jeu de rôle, c'est un peu sympa. Donc, je vais voir bientôt. Le 15, a priori, j'ai une partie d'Avatar. Oui, parce que du coup, je reprends avec Avatar. C'est quelqu'un que j'ai rencontré ce week-end, qui est adorable, du coup. Qui est MJ, qui commence à être MJ, donc en plus c'est sa première partie, il m'a déjà dit en MP, parfois il y a des moments qui sont pas forcément fluides ou quoi, je suis désolé, et je suis en mode, le monde commence, éclaté, tranquille. Franchement c'est quelqu'un d'adorable, et la moitié de la table je connais les gens, donc je suis en mode, trop bien, je connais la moitié des gens, c'est plutôt safe, this is good. Donc du coup voilà, je vais voir pour refaire un peu de jeu de rôle et sortir du coup, sortir un petit peu mes petites fesses et voir comment ça va se passer un petit peu. Bref, anyway, je reprends le bouquin, surtout si je veux le finir pour pouvoir te le prêter. Il vaut mieux le finir. Le mouvement MeToo a libéré la parole de milliers de personnes victimes de violences sexistes et sexuelles, et avec lui les encouragements aux victimes à aller déposer plainte et la demande aux États de renforcer leur appareil répressif. D'ailleurs, au passage, je me permets, avec MeToo, vous avez déjà des retours très violents. Hein. Alors déjà, maintenant ça commence à faire un petit moment avec MeToo, mais néanmoins, vous avez beaucoup de retours qui se font et qui se sont faits sur le fait que « Ah, vous avez vu MeToo, en fait, c'est contre-productif. Ah, vous avez vu MeToo, en fait, vous faites des tribunaux sur la place publique, c'est pas OK, vous faites beaucoup de violence, etc. » Et en fait, comme d'hab, on vient... voilà, il y a eu un gros backlash. On vient annuler, on vient réduire en fait le fait que la parole s'est libérée, le fait qu'il y a quand même un putain de système d'une violence ultra violente et qui pour une fois enfin on a réussi à avoir un petit peu des échos qui ressortent et en fait non. Et comme toujours, hein, voilà, c'est un discours qui est réactionnaire. Et non, pas que antiféministe. Là c'est notamment ce que je disais tout à l'heure, c'est tout ce qui est le féminisme blanc. Il y en a qui en sont ressortis là-dessus. Hein. Voilà, Caroline Fourest-Corps, hein. Incroyable. On a vu des gens qui sont arrivés en mode non mais c'est pas ça le bon féminisme et qui viennent du coup te dire ce qu'est le bon féminisme et à chaque fois ce sont étonnamment des gens qui ont surtout des intérêts d'une manière ou d'une autre et qui si ça vient gueuler sur le fait que ah là là le mouvement MeToo a existé et c'est pas bien déjà d'une part oublie d'où vient le mouvement MeToo parce que c'est là aussi c'est un des trucs rigolos, c'est que vous avez un féminisme blanc qui est venu reprendre et refaire à sa sauce MeToo, autant que vous avez un féminisme blanc qui est venu pour dire ah là là c'est pas bien MeToo, parce que à la base MeToo c'est un événement qui notamment s'est lancé avec des discours et avec des mouvements sociaux plutôt de femmes racisées aux US. Hein, à la base c'est ça l'origine du mouvement. Si vous creusez un petit peu,
c'est pas spécialement les grandes actrices, les grandes personnalités publiques, blanches, pétées de thunes, etc. Non, c'est surtout que ce sont des mouvements sociaux issus de populations racisées et de femmes racisées qui ont commencé justement à envoyer un petit peu tout valdinguer et dire bon, à un moment donné, il faut libérer la parole, à un moment donné, il faut qu'on en parle. Moi aussi, j'ai subi ça, etc. Et c'est comme ça que ça s'est construit. Avant, finalement, quand ça a commencé à prendre de la place, à être entendu, à être visible, être repris par les milieux féministes blancs, par les milieux qui sont en fait avantagés. Et là, du coup, on a eu l'explosion de ce mouvement. Et aujourd'hui, on en oublie en fait qu'à la base, c'est un mouvement qui était intersectionnel. On en oublie qu'à la base, c'était un mouvement qui était issu plutôt de minorités et de minorités racisées. Aujourd'hui, quand vous parlez de MeToo, les premières, on va dire, têtes d'affiche qui vous viennent en tête, c'est plutôt des personnes blanches, souvent des personnes qui sont des personnalités publiques, des stars, etc. Et bon, ça ne veut pas dire que leur parole doit être minorée, hein, c'est pas le point. Mais en fait, il faut pas oublier qu'il n'y a pas que leur parole. Et derrière, encore une fois, vous avez tout aussi un mouvement féministe blanc qui est venu reprendre pour dire non, MeToo, c'est pas bien. Parce que MeToo, ça casse des vies, ah là là, puis tous les discours qu'on a systématiquement quand on parle de violence, et notamment de violences sexistes, c'est tous les oui, mais en fait, ça casse des carrières, ça détruit des gens, etc. Et puis on voit qu'en fait, finalement, en fait, non. En fait, ces mecs sont toujours en train de faire leur carrière, tout va bien. Par exemple, un certain Johnny Depp, hein, ah là là, carrière tellement brisée qu'il fait plein de films et compagnie, là où Amber Heard a dû aller se planquer et vivre incognito. Ouais, des carrières brisées. Grave. Donc bon, bref. Jusque dans les milieux très radicaux, il y a des gens pour envoyer dos à dos le système carcéral et les pratiques d'exclusion, certes discutables, mises en place dans des petits collectifs. Ça, c'est comme toujours, en fait. Tu as un point, en fait, qu'il faut capter, je pense, et qui est très malheureux, c'est que beaucoup de gens ont des volontés progressistes sans avoir forcément le recul sur leur propre position, sur leur propre discours, etc., au sein des systèmes dans lesquels ils évoluent. Typiquement, un truc que moi j'ai vu de manière assez récurrente, c'est que beaucoup de gens oublient que ce n'est pas parce que tu n'es pas la personne qui fait subir le plus de violence que tu ne peux pas faire subir de violence. Ce n'est pas parce que tu es une personne qui subit des violences que tu ne peux pas faire subir des violences, etc. Et notamment, c'est pas parce que tu n'as pas une position au sein de la société qui est une position, on va dire, prépondérante de contrôle, de domination, que dans un autre contexte plus réduit, notamment des petits collectifs, etc., tu peux aussi avoir, toi, une position de domination, etc. Et c'est ça, en fait, souvent qui pose problème, c'est qu'il y a des structures qui veulent se construire à la marge, qui veulent se construire en contre ces systèmes plus généraux, dominants, etc. Mais de fait, comme on évolue dans des sociétés qui sont des sociétés oppressives, on reproduit à plein de niveaux les mêmes fonctionnements. Et du coup, même dans des structures qui se veulent contre les systèmes de domination, on reproduit les mêmes dominations, mais à une autre échelle. Et ça, c'est un truc qui est frustrant. Moi, je le vois, par exemple, dans le milieu associatif. Je vois des comportements qui sont des comportements ultra réactionnaires et de domination, et les mecs ne s'en rendent pas compte. Oui, je dis les mecs parce que c'est pas sans raison. Je repense, typiquement, j'en avais déjà parlé, à l'époque où j'étais en faculté. Je m'étais notamment vachement rapproché de l'équipe communiste, des militants communistes, des jeunes communistes qu'il y avait sur Aix-en-Provence. Et le truc, en fait, c'est que tu vois, à plein de niveaux, ils sont dans une vision du monde où il faut justement casser les systèmes de domination, etc. Sauf que dans le même temps, à différents niveaux et de manière très claire, ils accaparent le pouvoir, la parole, la position, ont des comportements de domination, etc. au sein de leur propre groupe. Ouais. Parfois, nous sommes jeunes et on ne se rend pas compte que finalement, il faut être anard. Il a fallu passer d'abord par cette étape-là pour que je me dise « Ah ouais, non, vraiment, il faut pas juste faire du commun. Il faut faire du commun, mais sans le côté étatiste, etc. » Sans le côté centralisé, etc. Très bien. Il a fallu que je passe par là. Mais après, je suis pas resté très longtemps avec LE. Je me suis rapproché pendant 6 mois. Puis j'ai pris des distances pendant 6 mois. Et puis après, je les ai plus approchés, même avec un bâton, quoi. Mais vous voyez l'idée, quoi. Le truc, en fait, c'est que c'est pas parce que tu es en train de subir à différents niveaux une certaine violence, une certaine oppression, une certaine domination, que dans d'autres contextes, tu n'es pas capable de toi faire exactement la même chose. Et c'est ça le truc, en fait, c'est que dans plein de milieux,
et y compris du coup des milieux militants, et peut-être même surtout dans les milieux militants, on reproduit des dominations sans s'en rendre compte. Et c'est ça qui est incroyable. Et vous pouvez le décliner à plein de niveaux. Je veux dire, là, moi, je vous parle d'un parti politique, je vous parle d'un mouvement militant à la faculté, mais vous pouvez le décliner à d'autres trucs. Ça peut être votre syndicat au sein de votre boîte, ça peut être, par exemple, moi sur Twitch, sur YouTube, vous avez des regroupements de streamereuses, par exemple, qui se veulent progressistes, etc. Et en fait, à la moitié du temps, qui vont foutre sous le bus tout un tas de personnes. Et ça, encore une fois, vous le déclinez à toutes les sauces. Vous pouvez le trouver avec, je sais pas moi, avec certaines commissions politiques. Oui, bon après, on n'attend pas grand-chose de l'État, hein, ceci dit, mais bon, même on n'attend rien de l'État. Mais vous voyez à tous les niveaux, vous allez forcément avoir des choses qui vont se reproduire. Parce que il n'y a pas une vraie réflexion et une vraie déconstruction généralisée du fait que tout le système, il pue sa race, en fait. Tout le système, il est nul à tous les niveaux. Il y a trop de gens qui continuent à avoir un discours. Par exemple, là, il y a quelques temps, il y a une semaine, il y a un député qui s'est fait choper avec de la drogue. Et on est... j'ai pas regardé les deux qui sont sortis après. J'ai regardé que la première pour l'instant. Je voulais la faire avec vous, le react. On a tout le discours, y compris par des gens qui se veulent et qui s'entendent comme étant de gauche, de dire... Oh là là, il faut qu'il soit plus député, vous comprenez, c'est pas bien, en plus il est drogué, et puis en plus c'est avec de l'argent public, oh là là. Mais en fait, c'est éclaté au sol. Je veux dire, le nombre déjà de personnes qui détournent du pognon, et puis tout le monde s'en branle. Lol, par contre, si c'est de la drogue, il faut tout de suite punir. Puis c'est bien rare parce que c'est un député de gauche, donc genre, oh là là, d'un coup c'est vachement vite. Mais sinon, Darmanin, ça va. Ou plein d'autres, ça va, on n'en parle pas trop, on va les laisser tranquilles encore longtemps. Enfin, à un moment donné déjà, niquez-vous. Et surtout, qu'est-ce que ça change? Genre, qu'est-ce que ça change? Vraiment? Au pire, ouais, il s'est drogué. Et après? Ça a changé la personne? Genre... Ah, vraiment flemme, hein. J'ai envie de canner quand je vois les discours de soi-disant personnes de gauche, quoi. Vraiment, voilà, il y a un sénateur qui a drogué sa collègue députée, mais là, par contre, il fallait l'aider parce que il avait un problème d'addiction, mais lui non. Ah, ok. Brice Hortefeux. Brice Hortefeux, je sais plus ce qu'il est devenu, cette grosse merde. C'est pas bien. Ce mec était pas bien. J'espère qu'il va pas bien. Voilà. J'attends de l'État la même chose que j'attends de Jean-Marie Le Pen. Oui. Ah, est-ce que vous avez vu passer cette bonne nouvelle? Nous sommes sur ce moment où Jean-Marie Le Pen, cet horrible sale étron, cette grosse merde, a reçu les derniers sacrements. Et oui. Ce qui veut dire qu'il va pas tarder à y passer. Et oui. Nous nous en rapprochons. Ce fameux moment où Le Pen, père, ne sera plus là. Alors bien sûr, comme toujours, n'oubliez pas, Jean-Marie Le Pen a de la famille. Voilà, Jean-Marie Le Pen a de la famille, donc surtout, espérons que les autres le suivent. C'est bien ça qu'il fallait dire, hein. Visiblement, c'était pas vrai cette histoire. Mais non! Oh, la tristesse. Oh, moi j'étais resté sur le fait qu'il y avait eu ça. Oh non, ça c'est vachement plus triste. Bon, ça sera peut-être pas de cette semaine encore, mais il va s'en rapprocher. De toute façon, chaque instant qui passe, il s'en rapproche. Hein, donc, à un moment donné, il pourra plus trop repousser le truc. Hein. On n'a jamais le droit de profiter. Non, on est toujours puni. C'est nul. Extrême toujours, auction pas encore. Ouais, mais j'espère quand même que ça va pas tarder. Hein. Je vous avoue, j'espère que ça va pas tarder. Hein. Dans les groupes, il y a aussi pour moi le problème de l'obligation de se conformer à la position de groupe. Assumer une position différente du groupe implique souvent le risque d'en être exclu. Mais c'est ça que j'appelle notamment des mécanismes de domination. Moi, je vais préciser un autre truc. Quand je parle de mécanisme de domination, je vous parle pas spécifiquement d'un Jean-Michel qui veut prendre le pouvoir et le contrôle de manière pensée, réfléchie, etc. Je vous parle de tous les mécaniques qui, de près ou de loin, vont participer à des dominations. Et ça peut être des dominations qui, notamment, sont des dominations systémiques. Des dominations d'une manière de faire par rapport à l'autre. Par rapport au fait de contester, etc. C'est pas juste un Jean-Michel, parce qu'en fait, si on fait juste, toujours, quand on parle de domination, un rapport avec un individu, en fait, on fait que ça, on va individualiser. On va toujours mettre de côté, évacuer la question du groupe. Je vais vous le faire sur un autre niveau. Là, actuellement, par exemple, sur la sphère Twitch, YouTube,
il se passe encore, comme tous les 6 mois, un call-out sur une personne qui était une personne qui faisait notamment du militantisme, etc., mais qui, par ailleurs, a reproduit des systèmes extrêmement violents. Moi-même, en ayant subi quelques-uns de sa part. Mais bon, bref, anyway. Le truc, c'est que là, tu te rends compte que tous les mécanismes qui se mettent en place, ça consiste simplement à cancel cette personne, à la faire disparaître. On ne veut plus voir cette personne, ni dans les milieux proches de nous, ni de manière générale. Et le truc, c'est que derrière, on n'adresse pas le problème systémique. Derrière, on n'adresse pas le fait que tous les putains de 6 mois, on retombe toujours systématiquement sur les mêmes choses. Tous les 6 mois, il y a quelqu'un qui se fait dénoncer pour avoir des comportements de toxicité, de manipulation, etc. Et tous les 6 mois, on redécouvre l'eau chaude et tous les 6 mois, on nous redit à chaque fois « Non, mais c'est un problème d'individu, non, mais c'est cette personne qui abuse. » Sauf que si ça arrive tous les 6 mois, c'est peut-être que le système le permet, en fait. Donc il faut questionner ce système. Comment est-ce qu'on sort du système en faisant groupe collectif quand même? Ça a l'air touchy. Bah, déjà, pour moi, ça se fait sur le très long terme et ça se réactualise constamment. Premier point, c'est ça en fait. C'est que il faut pas partir du principe que ça va être avec, on va dire, un bon début et après ça va se faire tout seul. On peut rester dessus et c'est bon. Non, constamment il faut re-questionner, constamment il faut se reposer la question, constamment il faut retravailler, constamment il faut réactualiser. Ça demande beaucoup de ressources, hein, mais c'est une nécessité. Derrière, ça demande aussi de sortir de tout un tas de fonctionnements et de vraiment se forcer à sortir de tout un tas de fonctionnements. Je vais le prendre différemment. Vous voyez, il y a quelques temps, maintenant, ça fait un moment, j'avais tenté de faire un projet Guilded. Guilded qui est un logiciel comme Discord, où le but du jeu était de faire une structure qui était une structure anarchiste, autogérée, etc. Le fait est que, au bout d'à peu près 6 mois, 1 an, je me suis rendu compte que, en fait, ça ne marchait pas parce que tout était centré par rapport à moi. Systématiquement, on me demandait mon avis. Systématiquement, on disait que c'était mon Guilded. Alors même que je faisais tout ce que je pouvais pour qu'il y ait des gens qui puissent y participer, qui aient les mêmes droits que moi, que je me mettais en retrait, etc. Ça ne marchait pas. Juste, c'était systématiquement centré sur moi. Et ben à ce moment-là, j'ai lâché le truc, je me suis cassé, j'ai retiré mes droits, je me suis tiré, et le truc, c'est que ça s'est écroulé tout seul et ça a disparu. Point. Et c'est ça aussi, en fait, qu'il faut pas oublier, je pense, à mon sens, c'est que quand on voit que si on est parti dans une direction et que ça va pas, il faut accepter et il faut annuler le truc. Il faut casser ce truc-là. Si on voit que ça ne fonctionne pas, eh ben nique. Sûrement rien à voir avec la façon dont les sociabilités de ces petits milieux est structurée. Ouais. Oui, allez pas les harceler, c'est typiquement les moves qu'on a vus. Et moi, c'est ça qui me fait suer, c'est qu'en fait, là, typiquement sur le cas que je vous disais sur Twitch, le truc, c'est que typiquement, il y a eu le... Alors, surtout, n'allez pas la harceler, mais c'est cette personne qui a fait ça. Franchement, pas de harcèlement, mais bannissez-la de vos structures. Ah, ok, on va aller vachement loin. Très bien. Derrière, il s'est passé un autre truc qui me fait beaucoup rigoler, c'est que c'est fait notamment par des personnes qui du coup produisent des systèmes qui sont des systèmes oppressifs à différents niveaux, d'une manière ou d'une autre, qui ont produit ce genre de comportement, qui là aujourd'hui produisent ce genre de comportement, et vraiment je suis là en mode du coup c'est marrant parce que t'es capable de dire ça sur les gens qui sont, on va dire, à tes yeux tes ennemis, mais t'es pas capable d'appliquer la même critique et le même regard sur toi-même. C'est un peu dommage, quoi. C'est un peu couillon. Un autre truc aussi, c'est que ça permet de botter en touche très facilement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, là, dans cette situation, ont dénoncé donc la personne qui se mange un coming out, pas un coming out, pardon, un call-out. Le truc, c'est que derrière, ce sont des personnes qui ont des comportements oppressifs et qui, aujourd'hui, le justifient avec le fait que c'est parce qu'en fait, ces personnes ont été manipulées. Voilà. Et donc, on permet d'enlever les responsabilités. Il y a aussi un truc qui est très important, quand on veut construire une solidarité, quand on veut construire autre chose que des systèmes oppressifs, et en fait il faut accepter sa responsabilité. Il faut accepter que même si quelqu'un nous a poussé dans une direction, on a choisi d'aller dans cette direction. À un moment donné, en fait, tu as quand même une certaine forme de libre arbitre. Typiquement, moi j'ai eu un move avec quelqu'un dans une relation amicale qui s'est brisée il y a à peu près 1 an. D'ailleurs, ça fait 1 an. Voilà, parce que notamment j'ai pris la décision, suite à ce que quelqu'un m'avait laissé, en gros j'avais un projet de jeu de rôle avec 2 personnes qui
avait un conflit. Il se trouve qu'une des deux personnes m'a dit tu choisis, c'est elle ou c'est moi. Et j'ai choisi, du coup, et j'ai demandé à l'autre personne de partir de la table de jeu de rôle. Et ça a mis fin à notre relation parce que ça a participé à remettre de l'huile sur le feu sur une relation qui était à ce moment-là un petit peu fragile. Et du coup, on s'est engueulé et on ne s'est plus jamais parlé. Et le truc, en fait, c'est que je pourrais me dire et me contenter de dire oui, mais c'est la personne qui était avec moi à ce moment-là qui m'a dit qu'il fallait que je choisisse entre elle ou l'autre personne. Donc, en fait, c'est pas ma faute. Ouais, mais en fait, c'est moi qui ai choisi d'aller dans cette direction. C'est moi qui ai choisi d'aller demander à l'autre personne est-ce que tu peux te retirer de la table. C'est moi, en fait, qui ai pris cette décision et qui ai fait l'action. Et il faut accepter cette responsabilité. C'était un move de merde. Je n'aurais pas dû accepter d'être mis dans cette position. Je n'aurais pas dû dire à la personne qui m'avait mis l'ultimatum ok, j'accepte ton ultimatum. J'aurais dû lui dire non, c'est pas ok. Et il y a là le truc, en fait, c'est qu'à différents niveaux, nous avons une responsabilité. À différents niveaux, même dans les situations qui ont été influencées, on choisit. On revient au même titre, en fait, que quand vous êtes dans ce système patriarcal et que, par exemple, vous êtes un mec, cis, blanc, hétéro, valide, etc. Vous faites des violences patriarcales. C'est facile de dire « Ah oui, mais c'est la faute du patriarcat, c'est la faute du système, c'est pas moi qui voulais, on m'a poussé. » D'accord ? Et après, en fait, on t'a poussé, certes, pourtant, c'est toi qui as choisi d'être une merde, c'est toi qui as choisi de faire ce comportement. Je suis d'accord que c'est pas simple, je suis d'accord que on n'est pas poussé à remettre en question, etc. Mais néanmoins, on a une responsabilité. On a un choix à un moment donné. C'est trop simple, en fait, de systématiquement se dédouaner en disant c'est pas ma faute, c'est le monde, c'est l'univers, c'est les gens autour de moi, c'est ceci, c'est cela. C'est facile. Et en fait, c'est en ça aussi que c'est important pour pouvoir construire justement des communautés, pour pouvoir construire du commun, c'est construire des solidarités, etc. C'est accepter notre part de responsabilité. Oui, avoir conscience qu'on a été influencé, avoir conscience qu'on a fait confiance peut-être à la mauvaise personne, aux mauvaises structures, etc. Avoir conscience qu'à différents niveaux, on n'a pas pris la bonne direction. Mais avoir conscience que on en est quand même responsable, en fait. Et c'est ça qui est, à mon sens, quelque chose qui manque aussi beaucoup. C'est que trop souvent, on a assez facilité à dire, en gros, tiens, là, il y a une ligne qui est tracée. Du côté gauche, il y a les gentils, du côté droit, il y a les méchants, et puis basta. Et on s'arrête là. Sauf que si on fait ça, systématiquement, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on se rend aveugle à nos moves de merde, en fait. Et au passage, on se rend aussi aveugle aux bons moves des personnes qu'on a mis comme mauvais, puisque forcément, ils sont intrinsèquement mauvais, donc on ne va pas regarder s'ils font des bons moves, ou on va dire que c'est par idée de manipuler, etc. Alors qu'en fait, à mon sens, la plupart des personnes ne sont pas soit tout gentils ou tout méchants. On est un mélange à différents niveaux, en fait. Et c'est assez classique et normal. Bref. Pas viser la lune, commencer petit, les amis, la famille, les proches, les assos, le quartier, la ville, le département, la région, le pays, la planète, la galaxie et l'univers. Oui, voilà. Oui. Et ces deux dynamiques coexistent. L'individu ne doit pas faire oublier le système et le système ne doit pas dédouaner l'individu. Exactement. Il faut toujours avoir conscience que c'est un jeu qui est double et qu'il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre. Les deux sont concomitants et en fait les deux justement restent concomitants. Qu'on le veuille pas, que ça nous saoule pas, ça changera rien en fait. Malheureusement, ça sera toujours un peu comme ça. Moi je sais qu'à plein de moments dans ma vie, j'ai eu des moves qui n'étaient pas idéales en fait. Mais justement, comment est-ce que je peux me rendre compte que mes moves ne sont pas idéales si je me contente de dire ah mais c'est la faute de l'univers, c'est la faute de la galaxie, c'est la faute de gens de là-bas, c'est la faute de ceci, cela. En fait, on se rend aveugle du coup au fait qu'on a merdé et du coup de comment ne pas remerder de la même manière. Encore une fois, la plupart du temps, je pense pour ma part que c'est pas des trucs forcément si graves et dommageables que ça, mais ça change pas qu'en fait c'est déjà que mon point de vue et probablement que du point de vue d'autres personnes ça serait pas forcément si peu grave, etc. Typiquement, je pense à ce qui a amené au fait qu'aujourd'hui je suis banni partout. Beaucoup de personnes m'ont dit moi je trouve que c'est complètement disproportionné, que c'est pas ok, que vraiment c'est pas si grave, etc. Moi personnellement je me suis toujours dit et j'ai toujours dit à ceux qui m'ont posé la question que c'est pas à moi d'estimer est-ce que c'est vraiment très grave ou pas. Les personnes en face sont-ils blessées, ont réagi comme elles ont réagi, soit, point. J'accepte et surtout je dois accepter la critique qui en vient derrière. Ces actions-là étaient pas ok. Bon, très bien. What? Est-ce que j'estime que c'est adapté, pas adapté les réactions qui en ont découlé? En fait, je pense que c'est pas à moi de le dire, encore une fois.
Mais le truc, c'est que, à contrario, faut pas non plus oublier que on n'est pas dans des systèmes idéaux. Loin de là. Et du coup, les réactions qui ont pu en découler sont pas forcément idéales. Et quand bien même j'estime à différents niveaux que, par exemple, je dois pas donner spécialement mon avis sur ce que on m'a reproché et les actions qui ont été faites derrière, autant je suis pas non plus aveugle au fait qu'il y a tout un tas de jeux de pouvoir, etc., qui sont complètement à chier, qui sont mis en place et qui probablement ont fait une émulsion bien nulle. Là, typiquement, je constate de manière évidente que ça fait 6 mois que ça a eu lieu. J'ai encore, il y a 2 semaines, eu quelqu'un qui a fait un projet avec moi qui m'a dit « Ah j'ai reçu un MP pour me dire que t'étais quelqu'un qui faisait du harcèlement, etc. » Et t'es là en mode genre lol, je suis sur aucun réseau. Je suis nulle part. Je ne fais rien. Ça fait 6 mois que je ne fais rien. Pour une fois, j'ai participé à un podcast et le seul truc que j'ai fait en 6 mois en commun avec quelqu'un, on me renvoie encore un retour qui est complètement éclaté au sol parce qu'au passage, la personne n'a pas su dire sur qui je fais du harcèlement, comment, quand, etc. Ça sort de nulle part. T'es là en mode ok. Mais parce que intrinsèquement, quelqu'un en fait a décidé que j'étais mauvais. Et ça vient notamment de ces mécaniques-là. Ton existence, c'est du harcèlement à ce niveau-là. Mais le truc, c'est que sans vouloir aller dans la blague et répondre au très premier degré, probablement que c'est peut être vécu comme tel pour certaines personnes. Le simple fait que je sois quelqu'un qui crée du contenu, qui du coup est visible, en l'occurrence sur Twitch, même s'il n'y a que 20 pélos en moyenne sur ma chaîne, etc. Pour certaines personnes, c'est peut-être effectivement déjà trop. Pour certaines personnes, et ça ne veut pas dire que leur point de vue est pertinent, mais le constat est que si elles se sentent blessées par rapport à moi, le simple fait que je puisse continuer à faire du stream, pour elles est peut-être déjà trop. Sans prendre en compte le fait que mon existence est complètement pétée du cul. Sans prendre en compte que je suis déjà précaire, que je gagne 100 balles par mois, que j'arrive pas à payer mes factures, etc. Que je galère à tous les niveaux. Et que si du coup je ne streamais pas, ça serait encore pire. Les gens ils s'en foutent de ça, c'est pas leur vie. Pour eux, le seul truc que ces personnes-là peuvent constater, si c'est le cas, c'est que je suis là, je stream, je parle, et c'est déjà trop pour elles. Et en fait, ça s'entend. Vous voyez, c'est... Je dis pas que j'approuve ce point de vue-là. Enfin, même, vous avez cru, à mon avis, dû comprendre que c'est pas trop mon point de vue, parce que notamment sur une des personnes qui m'a quand même fait tout un tas de violences et qui est responsable en partie de la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, du fait d'être banni partout, d'être accusé de harcèlement, d'être toxique, raciste et j'en passe. C'est celle qui aujourd'hui se prend un call-out sur les dents. Moi, je vous appelle pas à la cancel, à vous dire n'allez surtout pas sur ces lives, etc. Même un des premiers trucs qui s'est passé, c'est que quand moi je me suis mangé tout ça, il y a des gens qui m'ont dit que en fait, elles n'avaient pas le choix, elles devaient choisir. On leur disait soit vous continuez à voir Résu, soit vous arrêtez de voir Résu. Et le truc, c'est que certaines personnes ont choisi de continuer à venir passer du temps avec moi, à venir regarder mes lives, etc. et se sont fait ban de certains espaces, se sont fait expulser en fait de certains endroits. D'autres personnes ont dit qu'elles ne prendraient pas parti et en fait, du coup, on leur a forcé à prendre parti. Et à mon contrario, de mon côté, moi, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai fait, même spécifiquement auprès de personnes qui m'ont dit bon voilà, moi j'ai cette situation-là. Moi, je leur ai dit, moi, je vous dis de pas prendre en fait de situation, de pas prendre de parti, de faire ce qui vous convient. Et puis basta, en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, moi, mon projet politique, quand même, c'est de casser ces structures de pouvoir. C'est de casser la structuration qu'on a, les dominations qu'on a dedans. Ça serait quand même d'une sacrée hypocrisie si là, j'arrivais aujourd'hui et je vous disais « Ah du coup, il faut cancel telle personne qui est mauvaise, qui fait des manipulations, ah là là, horrible, etc. etc. » En fait, si je venais avoir exactement les comportements que je dénonce, ce serait quand même quelque peu hypocrite, vous vous rendez bien compte. Et il me semble que, a priori, je ne suis pas quelqu'un de trop hypocrite. Je le suis sûrement sur certains aspects, parce que je conçois difficilement qu'on n'a pas... au moins en partie certains défauts, si ce n'est tous les défauts à différents niveaux, tous autant qu'on est. Personne n'est parfait, loin de là. Et je pense qu'à beaucoup d'endroits, beaucoup de contextes, ça favorise des comportements. Parce que, il me semble que c'est plutôt des contextes qui vont favoriser des comportements que être une personne qui a tel comportement, parce qu'intrinsèquement on a tel comportement et puis basta, c'est tout. Donc partant de là, je pense que vraiment c'est une question de contexte plus qu'autre chose. Donc à mon avis, tout le monde fait preuve, plein de moments, de comportements nuls à chier. Et encore une fois, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a ces contextes qui favorisent ça? Qu'est-ce qui fait que
on a des contextes qui vont mettre en avant, qui vont construire, qui vont pousser, qui vont favoriser ces comportements-là, qui vont les pérenniser. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour casser ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour construire autre chose plutôt que ça? Et c'est ça qui me semble pertinent. Bref, c'était une longue aparté. Je vais peut-être reprendre la lecture. Le mouvement MeToo a libéré la parole des milliers de personnes victimes de violences sexistes et sexuelles, et avec lui les encouragements aux victimes à aller déposer plainte et les demandes aux États de renforcer leur appareil répressif. La vérité, c'est que depuis 50 ans, les États n'ont cessé d'instrumentaliser les violences sexistes et sexuelles pour favoriser les incarcérations de masse, à caractère raciste et classiste. Depuis 50 ans, nous, féministes, surtout féministes blanches, de classe moyenne, bourgeoises, avons été en première ligne dans la défense du système pénal, pénitentiaire, aveuglés par les promesses qui nous avaient été faites. Depuis 50 ans, les prisons se sont multipliées, les situations de plusieurs communautés se sont dégradées, les personnes sexisées continuent d'être victimes de violences sexistes et sexuelles. Comment avons-nous pu croire qu'il était possible de mener un mouvement de libération en le basant sur l'enfermement? Un système qui est créé par des hommes pour asseoir leur domination ne se mettra jamais au service de notre révolution. La pensée anticarcérale s'est vue à tel point exclue des débats féministes, et des plus visibles en tout cas, que son existence trouble bon nombre de nos camarades. Pourtant, en analysant le sujet en profondeur, il n'est pas compliqué d'en conclure que défendre un féminisme carcéral et punitif, ça revient à défendre le patriarcat. En plus de ne pas avoir d'impact sur les viols et les violeurs, le système judiciaire pénitentiaire fait subir une ultime préjudice aux victimes. Il les dépossède de leur vécu, de leur récit. Il s'en empare en choisissant des termes pour les définir. Il décide des modalités avec lesquelles les affaires sont traitées. Niels Christie l'expliquait déjà dans son texte. À qui appartiennent les conflits? Dans un procès pénal moderne, deux choses importantes se passent. Premièrement, les parties sont représentées. Deuxièmement, celle des parties qui est représentée par l'État, à savoir la victime, est tellement complètement représentée qu'elle se trouve repoussée hors de l'arène durant la plus grande partie de la procédure, réduite au statut d'élément déclencheur de l'affaire. La victime a été dépossédée de son affaire par l'État. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, en fait. Ça, c'est un truc qu'il faut capter. C'est que au sein du système justice, en fait, de ce qu'on appelle la justice, c'est pas vous qui allez être contre la personne qui a fait un abus, c'est l'État. C'est toujours systématiquement l'État. Parce que le préjudice est que quelqu'un est allé contre les lois, donc contre l'État. Le problème n'est pas d'essayer de réparer, le problème n'est pas dans la justice pénale de reconstruire, de réparer, de minimiser les dégâts produits sur quelqu'un. C'est pas ça, ça n'a jamais été ça et ça sera jamais ça. C'est toujours systématiquement, en fait, dans l'idée que c'est contre la loi. Vous avez fait quelque chose qui va en dehors de la loi, donc vous devez être puni pour ça, parce que vous n'avez pas respecté la loi. Et la loi, c'est quoi? C'est l'État. La loi, c'est l'expression de l'État. Donc en fait, systématiquement, le système pénal, c'est mettre de côté la victime. Ça ne peut pas faire autre chose que mettre la victime de côté. Ça ne peut en rien produire autre chose, puisque elle n'est effectivement, comme l'a dit le texte, qu'un élément déclencheur, un élément qui est là pour lancer la procédure, mais c'est seulement l'élément qui a permis de voir que l'État n'a pas été respecté, la loi n'a pas été respectée. Et ça s'arrête là, après. Ton rôle se finit là. Tu es victime, tu resteras victime, et au mieux, tu seras récompensé, tu seras, on va dire, bien vu pour avoir permis à l'État de voir que quelqu'un n'a pas respecté l'État. Mais ça va pas aller plus loin, en fait, ça ira jamais plus loin. Et c'est pour ça aussi qu'on ne va pas respecter les victimes, que les victimes sont toujours doublement coupables. Coupables d'avoir subi, coupables d'avoir dénoncé aussi, parce que après on se rend compte des violences que l'État peut produire, et ça fait toujours que quelqu'un qui a subi des violences, qui a subi un abus, s'il y a eu derrière une justice pénale, très régulièrement, la communauté va pouvoir être potentiellement très violente avec, en fait. C'est pour ça que les acquis sociaux ont été acquis par le SBUL, car ça gêne l'État. Oui, tout à fait. J'ai rarement vu quelqu'un remettre autant son intégrité en question que toi qui t'as l'immobilisme, et ça te permet probablement d'éviter de nuire à de nombreuses occasions. Sûrement, je sais pas. Moi, la seule chose que je peux vous dire sur moi-même, c'est que ce que je fais, c'est ce que j'estime devoir être fait. À tort, à raison, j'en sais rien, mais avec ma manière de fonctionner, avec mes fonctionnements, mes pensées, on va dire mon processus cognitif, si à un moment donné je fais une action, c'est que j'estime que c'est l'action que je dois faire. Voilà. À tort, à raison, ça, malheureusement, c'est souvent le temps qui me le dit.
Mais à un moment donné, si je fais une chose, c'est parce que j'estime qu'à ce moment-là, c'est la chose qui était à faire. Ou à ne pas faire, en l'occurrence, si, quand je ne fais pas. Et c'est la seule chose que je peux vous dire. Après, encore une fois, je suis pas quelqu'un qui est parfait, loin de là. Je pense que je suis très très loin d'être une personne parfaite. À plein de niveaux, je pense que je suis éclaté au sol. Et je pense que c'est pas grave, parce que je pense qu'on est tous éclatés au sol. Je pense que le point qui est important, systématiquement, c'est d'avoir conscience qu'on est éclaté au sol. Que tous autant qu'on est, on est éclaté au sol. Et bah oui, c'est un constat, on est éclaté au sol. Partant de là, qu'est-ce que je peux faire pour faire le moins pire? Ou aller voir même, soyons assez optimistes, comment faire mieux, comment faire le mieux. Et on fait en fonction de ça. Bref, je rattrape. C'est pour ça que oui, ça j'avais lu. La loi se prémunit de la transformation. Ah non, j'ai raté une phrase. Présuppose que si la loi n'est pas respectée, ce sera le sbeul, mais la loi se prémunit de la transformation sociale en individualisant les peines et donc la logique d'assignation du mal commis. Donc l'État est de droite, ne soyons pas libertariens. De toute façon, l'État est fasciste. Voilà, replaçons les choses. Vous ne pouvez pas avoir un État qui n'est pas fasciste. Ça n'est pas possible. C'est comme le capitalisme ne peut pas, par essence, ne pas être fasciste. C'est pas possible. Le principe de l'État, c'est de standardiser une manière de faire, de pérenniser une structure sociale, et donc de fait, c'est forcément mettre des gens de côté. C'est forcément pérenniser une structure de domination qui va être une structure de domination, et une structure de domination, c'est du fascisme. Point, en fait. Enfin, voilà, et à un moment donné, on peut tourner autour du pot, on peut dire oui, mais on peut faire des États plus ou moins violents. Oui, on peut faire des États plus ou moins violents. On fera toujours un État violent. On peut faire un État qui est violent qu'à 5% du temps, ça reste un État qui est violent 5% du temps. Et c'est un problème, en fait. C'est juste un problème. L'histoire, effectivement, comme le dit Céron, elle a raison, l'histoire de la création des États occidentaux, qui se repose uniquement sur les concepts politiques coloniaux, des États-nations, de l'essor de l'impérialisme, qui aujourd'hui encore, malgré tout l'aspect du « Ah, mais regardez comme on est des pays démocratiques incroyables », en fait, non, parce que c'est un système représentatif éclaté au sol, avec du coup un système de vote éclaté au sol, avec du coup une caste politique éclatée au sol, avec le fait qu'en fait on est en train d'impérialiser absolument l'entièreté du monde, qu'on s'accapare toutes leurs ressources, qu'on les a mis dans des dettes monumentales pour continuer à les garder sous contrôle, avec tout un tas de systèmes au sein de nos nations qui sont extrêmement violents envers plein de minorités, notamment la prison, mais pas que, etc., en font que ça ne peut pas être autre chose que du fascisme. C'est pour ça que quand vous avez des gens qui sont venus sur mon chat en disant « Ouais, mais quand même, regardez, LFI ou quoi, c'est quand même pas trop mal », non, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est moins mauvais. Voilà, ça je peux vous l'accorder. Par rapport à un parti d'extrême droite, par rapport à un parti de droite, ouais, LFI, c'est moins mauvais. Ok. Ça reste quand même les graines du fascisme, en fait. Qu'on le veuille pas, ça ne change rien. Parce qu'en fait, c'est pas une question d'individu. En fait, c'est pas une question de est-ce que Jean Billy, il a plein de bonnes intentions dans sa manière de faire de la politique ou pas. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce que permet la structure? Qu'est-ce que permet la structure? Qu'est l'État? Eh bien, la structure qu'est l'État ne permet que le fascisme, d'une manière ou d'une autre. Qu'on le veuille pas, ça ne change rien. Qu'il y ait plein de bonnes intentions ou pas, ça ne change rien. La structuration de l'État, c'est de faire respecter un ordre, de faire respecter un ordre social envers et contre tout. Bah du coup, forcément, c'est donc mettre sous le bus tout un tas de minorités. Parce que déjà, les choses évoluent. Premier point, hein, le monde n'est pas statique. Les gens évoluent, les sociétés évoluent, les groupes sociaux évoluent, etc. Donc si on fait respecter un ordre social, bah déjà, à un moment donné, il sera plus raccord avec ce qui existe, s'il l'a jamais été. C'est déjà un présupposé qui est discutable, hein, mais bon, bref. Ça ne peut pas produire autre chose que, de près ou de loin, à du fascisme à un moment donné. Ça n'est pas possible. Je continue à rattraper. Va falloir une belle dose de réforme pour sortir de ça. Ouais, une sacrée dose de réforme. Tellement de réformes qu'en fait, ça sera plus l'État. Donc, dans cette logique, et pour répondre au point soulevé dans le chat, je pense que dans l'état des choses, il n'y a pas à se demander si on est bien ou mal, mais quel rôle, impact on a et on subit, et comment on décide d'y évoluer. Et c'est super dur, être de gauche, c'est aller à contre-courant, et donc nique les validistes performistes masculins de la révolution. Oui, complètement. C'est pour ça que moi je vous dis tout le temps, il n'y a pas, c'est pas pertinent de parler de bons, de méchants. Ouais, on fait des actions de merde, mais on fait tous des actions de merde. Vous, moi, votre voisin, votre cousine, qui vous voulez, on fait tous des actions de merde. C'est pas ça la question, en fait. La question n'est jamais est-ce que tu t'es planté. La question est toujours quand tu t'es planté et comment ne pas te planter. Comment ne plus te planter de cette manière-là, à minima. Mais c'est tout, en fait. Enfin, à un moment donné,
On n'est pas parfait, on le sera jamais, ça n'est pas possible. Donc il faut accepter de faire le deuil de ça. On n'est pas intrinsèquement bon, on n'est pas intrinsèquement mauvais. On va passer de l'un à l'autre, toujours, systématiquement. J'ose espérer qu'on sera plutôt du côté du bon que du côté du mauvais, et que quand on sera du côté du mauvais, ça sera pas des trucs trop horribles, mais le fait est qu'on fera toujours de la merde. Voilà, c'est tout. C'est triste, hein, encore une fois, mais c'est comme ça. Et on ne peut pas ne pas l'accepter si on veut faire évoluer les choses, en fait. Parce que si on veut faire évoluer les choses, il faut avoir conscience, il faut avoir la réflexivité sur nous-mêmes, sur ce qu'on fait, sur la direction qu'on prend, sur qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on subit, qu'est-ce que ça nous fait subir, qu'est-ce que ça nous fait faire, etc. Il faut justement avoir conscience de tout ça pour pouvoir les remettre en question. Sinon, on se rend juste aveugle, et donc du coup, là, à ce moment-là, on fera les pires choses possibles, et en pensant que non. Et pour moi, c'est un énorme problème. Je reprends un petit peu, j'ai vu le marqueur de fin de VOD, mais je vais pousser un tout petit peu. Je suis abolitionniste pénal pour toutes les raisons exposées précédemment, et qui devraient se suffire à elles-mêmes. Le traitement inhumain, les maltraitances en prison, la violence de classe qui est perpétrée, le racisme omniprésent, le patriarcat intrinsèque. Et j'aimerais dire à tous ces gens justifiant leur carcéralisme en raison des violences sexuelles que c'est aussi pour elles et non malgré elles que je m'inscris dans la pensée abolitionniste. Car la prison se révèle inefficace vis-à-vis des violences sexuelles, que ce soit d'un point de vue pragmatique, de par le faible pourcentage de violeurs qui est derrière les barreaux, ou du point de vue de ce que cela dit de nous en tant que société. Le système pénitentiaire concentre ses efforts sur la punition, seulement sur la punition. Ni la guérison des victimes, ni la réinsertion des auteurs de violences, ni la prise en charge collective de ces violences. Seulement la punition. Rien sur la transformation. Quand bien même 100% des auteurs de viol seraient incarcérés, en quoi est-ce que cela nous ferait avancer ? Si les libérer n'est pas une option, du fait du manque d'intérêt pour la question de la rééducation, et si les victimes continuent de prendre perpétuité avec le traumatisme subi, en quoi est-ce que la prison nous aide-t-elle ? Lorsque j'ai moi-même subi des préjudices sexuels, je n'ai jamais vu la plainte comme une option. Et ce, même avant d'avoir entendu parler de la pensée abolitionniste. D'une part, car en tant que militante, je connais les procédures. Je sais qu'il est inutile de se rendre dans un commissariat pour dénoncer un homme chez qui on s'est rendu volontairement et dans l'optique d'avoir des rapports sexuels, mais qui a outrepassé notre consentement. Plus qu'inutile, ce serait se faire violence. D'autre part, même en cas de victoire, je ne voyais pas ce que j'aurais pu en tirer. Je voulais que les hommes comprennent ce qu'ils avaient fait, qu'ils prennent leurs responsabilités au lieu d'en être dépossédés par l'intermédiaire des professionnels de la justice. Je voulais qu'ils changent, qu'ils ne le refassent plus. En aucun cas, la prison n'aurait pu m'apporter cela. Ce dont j'avais besoin. L'exil, qui est pratiqué par quelques gouvernements, l'emprisonnement, sont destinés, selon la loi, à réhabiliter le criminel afin qu'il ne soit plus une menace pour la société. La logique veut que quiconque désire extirper la cruauté de la personnalité de quelqu'un ne doive pas user lui-même de cruauté. Celui qui veut enseigner le respect des droits d'autrui doit lui-même en être respectueux. Pourtant, l'histoire de l'exil, de la prison est celle du fouet, du fer, des chaînes, de toutes les tortures que le génie démoniaque de la classe non criminelle a pu inventer pour enseigner aux criminels à être de bonnes personnes. Pour qu'ils puissent apprendre à être de bons citoyens, ils sont placés dans des cellules où ils suffoquent, ils dorment sur des planches étroites, ils regardent à l'extérieur à travers les grilles de fer, ils mangent de la nourriture infecte qui détruit leur estomac, leur corps et leur esprit sont mutilés et brisés. Et c'est ça qui est appelé réhabiliter un homme. Voltairine de Clerc sait toujours trouver les bons mots. Quand les gens se questionnent sur ce qui remplacerait la prison, ils demandent en réalité par quel autre moyen on infligerait des punitions. Au-delà du caractère structurel du système pénal et pénitentiaire, de sa matérialité concrète, l'essence de la pensée abolitionniste réside dans son caractère antipunitif. Je ne suis pas pour la punition. Je ne suis pas pour la vengeance. Je suis pour la réparation. Je suis pour la transformation. Je suis pour réfléchir à la manière de changer la société dans sa globalité. Déshumaniser les violeurs, leur ôter leur réalité d'homme pour les enfermer dans la peau du violeur, ça revient à les déresponsabiliser de leur action. De nier le rôle de la société dans les viols. Je crois que la prison est violente. Elle est la négation même de la vie, de la dignité humaine. Elle est une peine de mort où les condamnés succombent lentement, longuement. Punir, disent les philosophes et les juristes, c'est corriger un mal, réparer un préjudice, réformer un coupable, protéger la société. La légitimité ultime du châtiment devrait ainsi être la restauration d'un ordre social juste qui le fait incriminer, qui fait... Attendez, hop. La légitimité ultime du châtiment devrait ainsi être la restauration d'un ordre social juste que le fait
incriminé, avait menacé. Or, si le châtiment n'est pas ce que l'on dit qu'il est, s'il n'est pas justifié pour les raisons que l'on croit, s'il favorise la réitération des infractions, s'il punit en excès l'acte commis, s'il sanctionne en fonction du statut des coupables, plus que de la gravité de l'infraction, s'il vise avant tout des catégories préalablement définies comme punissables, s'il contribue à produire et reproduire des disparités, alors ne devient-il pas plutôt ce qui menace l'ordre social ? C'est ainsi que Didier Fassin conclut son essai. En vrai, je vais peut-être arrêter... Ah bah non, on va juste une page et on finit le chapitre. Amy Hennings, figure du mouvement Dada, a passé quelques semaines en prison, il y a de cela un siècle. Elle a écrit le récit de son expérience dans un texte rempli de douceur, de poésie, de sensibilité, mais aussi de violence, tant son témoignage est empreint de la réalité. Je ne veux pas penser. Je déposerai un recours contre mon arrestation dès que j'en aurai l'occasion. Mourante, je tiendrai tête à celui qui m'ôte la liberté. Accorder la liberté de penser, c'est dans mon esprit, dans mon sang si profond. Je ne comprendrai jamais. Le droit, privation de liberté, s'arroger. Comment est-ce possible ? Mais n'était-ce pas déjà pareil hier et depuis des siècles ? Seulement, je n'étais pas visé. Mais d'autres viendront après moi. Oh, avoir pu vivre aussi tranquille. J'ai été négligente. Je n'ai pas pris garde que des êtres humains étaient retenus prisonniers tandis que je rêvais en liberté. Et ça conclut le chapitre 2. Petite fougère de YouTube, on va s'arrêter là-dessus. C'est quand même grave cool. Vraiment, ce bouquin est très bien. J'aime beaucoup Hilaria. Je trouve qu'il est vraiment très pertinent. Petite fougère de YouTube, on se retrouve très bientôt pour la suite de la lecture commentée des bisous de Jojo.